Et nous voici en avril 2023. Nouveau mois, nouvelle semaine, nouvelles audiences du tribunal de l'actualité dans ce prétoire sur Tri TV où les faits sont sacrés et les commentaires libres. Nous parlons aujourd'hui de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, adopté le 29 mars dernier par le gouvernement, avec à la barre des convoqués Arsène Dabiré, directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Bonjour Monsieur Dabiré et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président. En face de vous, deux des juges de ce tribunal siègent aujourd'hui pour examiner les contours de cet avant-projet de loi qui continue de faire des gorges chaudes ci et là. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Lara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour Président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, la première de cette semaine et de ce mois d'avril 2023 sur la télé interactive Tri TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. Acte 1 de cette audience, la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est un instant privilégié donné aux juges qui interpellent à travers coups ou cris de cœur, ou cris de cœur à travers donc cette séquence. Et puisque c'est lundi, c'est aussi la minute motivation du juge Bernard Bougman. Merci Président. Et aujourd'hui, c'est une citation de Anne Frank que je partage avec ceux et celles qui nous suivent. Je cite: « La vie réserve de belles surprises et même si certains matins sont plus difficiles, on fait le plein de pensées positives à lire tous les jours pour éloigner le mauvais œil et retrouver le sourire. » Fin de citation, je dis c'est Anne Frank. Donc effectivement, la vie réserve des surprises. Il y a des matins où on n'est vraiment pas dans le train, surtout les lundis matins, parce qu'on a pris le week-end à courir entre événements sociaux, entre repos, entre rattrapage de dossiers, finalisation, voyage. Donc bref, on revient et puis on n'est pas d'aplomb les lundis matins par exemple. Mais ce n'est pas ça, qu'on soit d'aplomb ou pas, il faut se lever, il faut aller travailler. Donc ce qu'il y a, c'est de s'armer de pensées positives. C'est d'ailleurs de cultiver cela, parce que ça va être de l'énergie au moment où vous êtes en train effectivement de prendre le coup. Donc en même temps que je partage cette citation, je pense également à toutes ces forces de défense et de sécurité, à nos braves VDP qui sont sur le front. Et parfois vous les voyez à Ouagadougou sur des motos nouvellement acquises pour aller au front et qui paradent avec le point levé de la victoire. Ça fait frémir au feu tricolore quand vous les voyez. Ils partent au front. Viendra un jour où ils reviendront avec les mêmes entrains, avec le point levé, avec les deux V, pour crier la victoire. Et ensemble, nous allons retrouver chacun ou chacune dans sa localité d'origine pour célébrer cette victoire-là. L'espoir est permis et gardons le cap. Je termine en pensant aussi au BAM, à Kongoussi, où on a vu ces personnes âgées en train de danser parce qu'il y a un retour progressif à la sécurité. Il y en a qui sont en train de retourner dans leur localité. Ça a été l'occasion d'un grand rassemblement et vous voyez ces personnes qui dansent. J'ai dit ça fait frémir. Voir ces papilles-là qui dansent, ça fait frémir. C'est ça, l'espoir est permis. Rêvons, ça va aller. L'espoir est permis, rêvons, ça va aller. Une nouvelle semaine qui commence donc chargée d'espoir, beaucoup d'espoir, espérons-le en tout cas. Oui, il y a des jours avec, mais il y a des jours sans, mais les jours sans, il faut faire avec. N'est-ce pas, Geoffroy Vara? Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner une sortie, c'était vendredi. C'est la cérémonie d'une dédicace. Le livre, c'est Terrorisme au Burkina Faso, négocié ou pas, de Dr Boniface Somé. C'est 2 tomes, tome 1 et tome 2. C'est très intéressant, un livre qui s'inspire d'un colloque international qu'il y a eu à Ouagadougou en décembre 2021. Donc derrière, il y a beaucoup de chercheurs burkinabés, mais aussi d'ailleurs. C'est intéressant parce que quand vous regardez dans le livre, il est d'abord dit que la négociation c'est quelque chose de toujours possible et puis souhaitable.
Parce que dans toutes les guerres, on finit toujours à un moment donné à se mettre autour d'une table. Et il jette les jalons sur comment est-ce que ça peut se faire. D'abord même, dans quel contexte. Il est d'accord, on ne négocie pas en situation de faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre le dessus pour accepter d'aller à des négociations. Et quand on va à des négociations, ce n'est pas l'État qui est en première ligne, il faut un autre État, ou bien en tout cas, il faut une interface. Et tout ça, c'est un peu développé, c'est très intéressant. Et puis, il parle aussi des éléments qu'on ne peut pas mettre dans la balance de la négociation, comme la souveraineté, la question de la laïcité, la question des libertés, la question de la démocratie. Voilà des éléments qu'on ne peut pas mettre dans la balance des négociations. C'est des éléments sur lesquels on ne peut pas négocier. Donc, et il dit aussi comment au niveau local, il peut avoir des initiatives pour permettre au moins d'alléger les souffrances des populations en matière aussi toujours de négociation. C'est très intéressant. Certains diront, oh, mais bon, est-ce que c'est le temps de la négociation? Pourquoi est-ce qu'ils en parlent maintenant et tout? Non, on fait souvent la critique à nos chercheurs de ne pas s'intéresser à notre contexte et à nos réalités pour proposer des solutions. Et ce que j'ai dit tout à l'heure est assez pertinent. Il ne dit pas de négocier forcément aujourd'hui et maintenant. Il dit qu'il faut quand même avoir un dessus d'abord avant de négocier. Comment il faut y aller? Donc, quand vous avez des chercheurs qui se penchent sur la question, pour moi, elle est plus qu'actuelle. J'ai dit bravo et c'est intéressant. Ce sont des jalons qui sont lancés et ce sont des réflexions qui sont intéressantes. Et puisque c'est couché dans des livres, lira qui pourra. Et puis, c'est des œuvres de l'esprit qui nourrissent l'esprit. Ceux qui veulent avoir la hauteur de comprendre pourront le comprendre. Ceux qui veulent s'en nourrir le feront. Ceux qui veulent aiguiser aussi leur esprit critique le liront. Ce n'est pas une question d'évangile pour y adhérer, croire ou ne pas croire. Non, c'est nourrir l'âme. C'est ça qui est important avec la réflexion. Et c'est bon qu'ils aient fait ces propositions, c'est bon qu'ils aient fait ces réflexions. C'est bon qu'ils aient fait ces réflexions, un ouvrage qui mérite le détour pour avoir, n'est-ce pas, des clés pour pouvoir négocier, puisqu'il faut bien y arriver un jour ou un autre. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité, un tribunal qui examine aujourd'hui l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, adopté le 29 mars dernier en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous sommes avec Arsène Dabiri, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Mais avant d'aborder les innovations que comporte donc cette loi et leur impact sur la gestion du foncier au Burkina, voici la fenêtre des généralités. Bernard Bougman. Alors, fenêtre des généralités, je pense que notre invité était déjà passé sur ce plateau quand il s'agissait de la loi sur le bail locatif. En son temps, vous aviez dit que ce n'était pas du tout contraignant. Aujourd'hui, je voudrais savoir sur l'application de cette loi, qu'est-ce qui a vraiment bougé au niveau du Burkina Faso après son adoption? Merci bien, monsieur Bougma. Je dirais que la loi est quand même appliquée, même si cette application est assez timide. Je dis qu'elle est appliquée parce que les gens m'appellent des juridictions, soit des avocats, soit des magistrats, pour demander que je puisse leur faire parvenir soit le décret d'application ou l'arrêté d'application, parce qu'ils sont confrontés justement à un dossier pour lequel ils doivent s'inspirer donc des dispositions de cette loi-là ainsi que de ces décrets d'application. Donc c'est dire que c'est appliqué même si c'est de façon très timide, parce que pour que on puisse voir l'effectivité de la loi sur le bail d'habitation privée, il aurait fallu qu'on ait une offre conséquente publique de logement, de sorte que lorsque le preneur ou le locataire va se tourner vers un bailleur privé et que le bailleur privé lui propose un montant au-delà de ce que les textes prévoient, qu'il puisse se rabattre donc sur l'offre publique en logement. Mais malheureusement à ce jour, ce n'est pas encore le cas, même si et c'était donc justement l'objectif du programme 40 000 logements, pouvoir offrir aux populations des logements pour qu'on puisse s'y référer en cas de besoin et laisser tomber, pourquoi pas, entre guillemets, le logement privé si toutefois le bailleur ne veut pas respecter la réglementation. Oui, ce que vous dites est intéressant, c'est l'une des difficultés, mais c'est qu'il y a un caractère non contraignant. Est-ce que ça ne limite pas l'application d'ailleurs de la loi? Non, en fait, ça ne limite pas l'application de la loi. Quand vous prenez, en fait,
pratiquement toutes les lois qui intéressent un peu les rapports contractuels entre les individus. C'est un peu, je dirais, ce caractère non contraignant, supplétif, comme on le dit de la loi, qui est d'application, qui est que ces dispositions ne s'appliquent ou ne valent que lorsque les parties décident de s'y référer. Donc, a priori, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce n'est pas le seul type de loi qu'on rencontre. Et on a plusieurs autres types de lois ou plusieurs autres lois qui sont de ce type-là. Donc, a priori, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, mais puisqu'en fait, elle est venue pour aider comment on appelle ça, à faciliter la tâche aux citoyens, parce que la location d'une maison aujourd'hui, que ce soit à usage d'habitation ou pas, c'est très élevé. Entre comment on appelle ça, les démarcheurs, le bailleur et tout, c'est tout un... comment on appelle ça, c'est fastidieux. Donc c'est venu soulager. Alors la question c'est à quoi sert une loi qui est venue soulager, mais qui ne soulage pas en réalité. En réalité, dans les faits. Non, ben, je crois que quand j'étais passé ici, justement à propos de cette loi, j'avais eu à dire que les lois ou la loi sur le logement, c'est toujours une loi, je dirais, d'application assez difficile. Parce que, et j'avais pris en son temps l'exemple en France, où entre 1980 et 2000, on a connu 3 lois sur le logement. Et au Burkina Faso, ici, on a eu le Kiti de 1988 ou 89 sur le logement. Mais est-ce que, si ce n'est parce que peut-être... moi je rappelle ça ou quelqu'un rappelle ça, est-ce que forcément ce Kiti était connu de la population burkinabé? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que justement l'application était difficile, si bien que le Kiti est comme passé dans les oubliettes. Et bon, c'était la réalité. Pour qu'une loi sur le logement puisse véritablement produire ses effets, il faut qu'il y ait une offre publique conséquente en logement. Sinon, ça va être difficile. Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier ou il ne faut pas légiférer sur la question, parce qu'il y a toujours quand même des gens qui veulent faire application de cette loi, et c'est toujours intéressant qu'il y ait quand même un dispositif législatif par rapport à ça. Donc un loyau qui veut respecter les dispositions prescrites par la loi, il faut aller peut-être par cercle concentrique, mais la force doit également rester à la loi de toute façon, monsieur le directeur. Geoffroy Vara, on est dans la fenêtre des généralités. En avez-vous une question? Moi, je vais enfoncer le clou dans ce que disait tout à l'heure Bernard Bougma. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Dabiri nous donne comme explication. On est face à la pusillanimité de la loi elle-même. Elle a manqué d'audace et de courage. Ça, je pense que si on ne peut pas en faire le constat, c'est qu'on n'est pas honnête sur ce plateau-là. Parce que tant d'éléments de travail et tout ça, pour que ce soit pas contraignant, il y a un problème. Vous dites que c'est parce qu'il n'y a pas une offre alternative qui est celle de l'État. Vous pensez que dans un pays c'est possible? Ou c'est l'État qui loge en alternative et qui fait que ça fait descendre les prix? On est parti à la loi pour éviter la spéculation. La spéculation, de façon très claire, c'est parce qu'on sait qu'un bien est prisé et il faut essayer par des méthodes de juguler pour ne pas que ce soit celui qui est le détenteur qui soit dans l'abus. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand vous venez me dire que c'est la question d'une offre alternative, vous êtes dans une question de marché. C'est différent. C'est différent. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, je comprends votre amertume, mais en réalité, c'est pas de l'amertume. C'est que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que ce qui est de votre argumentaire, pour dire que c'est parce que l'État ne donne pas une offre alternative qui fasse baisser le coût, donc ou bien qui donne une alternative à celui qui est face à un prix qu'il ne peut pas supporter, et donc c'est un peu pour cela que ça ne marche pas. Non, je dis ça, là vous parlez d'une loi de marché. Pour parler d'une loi de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous dites que si on avait pu travailler conséquemment sur l'offre avec une alternative offerte par l'État, on aurait pu juguler la chose. Non, on est parti à la loi pour qu'il y ait par des textes une façon de ne pas permettre à ce que celui qui soit le propriétaire se permette toute spéculation possible et qu'il y ait quand même un jeu qui soit un peu juste. C'était ça le principe de la loi. Voilà pourquoi je reviens à la question de la pusillanimité même de cette loi-là.
Oui, je vous comprends, M. Vaha. Mais vous voyez, lorsque vous prenez un texte de loi, vous avez des lois où certaines dispositions sont dites impératives. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, ces dispositions s'appliquent. Vous avez aussi des dispositions qui sont dites supplétives dans une loi. Et vous avez même des lois où pratiquement toutes les dispositions sont supplétives. Et ajoutez à cela, lorsque vous prenez une disposition, certaines dispositions du Code civil, on dit que la Convention, pour caricaturer, est la loi des parties. Pour dire que lorsque les parties décident, malgré le fait qu'il y ait une loi qui est là, que ces autres dispositions, notamment les dispositions contractuelles qui vont régir leur rapport, ce sont ces dispositions contractuelles qui vont s'appliquer. Ceci dit, lorsque vous prenez la loi sur le bail d'habitation privée, la loi a prévu un plancher et un plafond. Un bailleur propose un logement à un preneur à un prix qui excède le plafond. La loi dit que ce preneur-là ou ce locataire, il a la possibilité de se tourner vers le tribunal pour demander au juge de ramener le loyer là au minimum prévu par la loi. Mais est-ce que même le preneur, le locataire que nous sommes, est-ce que nous le faisons? Si on ne le fait pas, à quel moment le juge qui ne peut pas s'autosaisir peut le constater? Voilà pourquoi est-ce que cette loi peine à trouver pleine application, pleine effectivité. C'est parce que justement, quelque part, les preneurs ou les locataires n'ont pas véritablement cette culture judiciaire de se tourner aussi vers les juridictions. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils savent même que cette loi existe? Est-ce qu'ils ont le réflexe justement d'aller se renseigner pour savoir? Ça ne s'applique pas à cette loi seulement. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est illégal d'être au-delà du plafond? En principe, c'est illégal. En principe. En principe, c'est illégal. Mais si les parties, de par leur convention, disent que elles vont aller au-delà du plafond, c'est ça. La loi ne peut rien. La loi ne peut rien. Il faut aller devant un juge pour que le juge puisse ramener les choses conformément aux dispositions de la loi. Quel est l'intérêt alors? C'est là où on se rejoint et ne veut pas accepter. C'est là où je parle de la partie pusillanime de la loi. C'est là où ça manque d'audace. Si en principe c'est illégal et qu'à partir du moment quelqu'un d'autre accepte le contrat, donc ça passe. Mais ça veut dire qu'on est encore rattrapé. On est encore rattrapé par la loi de marché où c'est celui qui peut plus qui paye et qui s'en va. Monsieur Vaha, je vous prends l'exemple. Vous avez le code du travail. Est-ce que vous avez quelque chose à reprocher à ce code du travail? Au-delà peut-être d'autres spéculations. Mais le code du travail fixe ce qu'on appelle le SMIC. Mais vous avez des gens, notamment le personnel de maison, qu'on engage à moins que le SMIC. Est-ce que ça ne vaut pas un tel contrat? Tant que l'employé ou le travailleur ou la travailleuse ne part pas devant le juge pour que, à partir de ce moment, lorsque le juge constate que l'employé était engagé en deçà du SMIC, il puisse relever ça, ça reste tel. C'est exactement la même chose qui se passe avec la loi sur le bail d'habitation privée. Et j'ai toujours dit que cette loi s'inspire beaucoup du Code du travail. Et c'est le cas. Est-ce que, je vais reposer encore la question, est-ce qu'on peut faire enregistrer, est-ce qu'on peut faire accepter, c'est-à-dire que la légalité d'un contrat qui ne respecte pas le SMIC? Est-ce qu'on peut faire... Mais justement... Non, je pose la question. Est-ce qu'on peut signer un contrat, le faire enregistrer, alors qu'il ne respecte pas le SMIC? Justement, ce n'est pas... Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Tout comme, justement, pour le bail d'habitation. Non, je finis. Attention, mais vous dites que c'est permis que quelqu'un qui ne respecte pas le plafond, tant que c'est un accord, ça peut passer, on peut même enregistrer ce contrat-là. Non, je n'ai pas dit qu'on peut enregistrer. Je n'ai pas dit ça. Je dis que quelqu'un qui ne respecte pas la loi sur le bail d'habitation privé, un bailleur qui ne le respecte pas, entre les parties, ça vaudra. Tant que le preneur ou le locataire ne va pas aller devant les juridictions pour qu'on relève ou pour qu'on descende, ça vaudra entre les parties. Mais tant qu'il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a pas de litige qui soit porté devant le juge, c'est ça qui va s'appliquer. Ça vaut. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'autre, c'est ce que je parle, c'est ce que j'appelle illégalité. Autant on ne peut pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas devant la loi dire que vous payez quelqu'un en dessous du SMIC.
Autant, pour ce qui est du bail locatif, vous pouvez faire enregistrer que le gars il paye au-dessus du plafond, tant que vous êtes entendu. Non, ce n'est pas possible. Si vous enregistrez, vous ne pouvez pas enregistrer au-dessus du plafond. Parce que la loi ne prévoit pas au-delà de ce plafond-là. Donc, si vous concluez un contrat au-delà ou en deçà des normes, c'est entre vous, ça ne va pas être enregistré. Comme on le constate avec les contrats du travail. C'est exactement la même chose. Maintenant, si vous voulez que ce soit enregistré, il faut que vous soyez dans les normes. C'est un contrat au marché noir, quoi. C'est-à-dire entre personnes consentantes, et puis c'est tout. On s'arrange entre soi et ce n'est rien de légal. Il faudrait donc se conformer à la loi. De toute façon, nous on estime que la loi doit s'appliquer. De force doit rester à la loi, elle doit s'appliquer à tous et à toutes. On a pris beaucoup de temps sur ces questions de généralité, mais c'était pour la bonne cause. Ce sont des questions de généralité qui nous plongent au cœur du sujet du jour sur la promotion immobilière au Burkina, objet de l'avant-projet de loi adopté le 29 mars dernier par le gouvernement. Il s'agit notamment de la relecture de la loi numéro 057-2008 AN du 20 novembre 2008 qui vise notamment à indiquer le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, je cite, à lutter contre l'accaparement des terres, à assurer une meilleure gestion du foncier national et à préserver les terres cultivables pour les générations actuelles et futures. Fin de citation. On peut faire un rapide état des lieux de la situation qui prévaut actuellement. Monsieur Arsène Dabiré, vous êtes directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières, de l'Habitat, et vous êtes notre convoqué du jour. Oui, merci. Je dirais que la loi a été adoptée par le Conseil. Le projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 29 mars 2023. Et ce qui reste maintenant, c'est sa transmission à l'Assemblée législative de transition. Auparavant, donc, on a eu certainement, vous l'avez suivi, l'atelier national de validation qui a eu lieu le 10 février 2023, et cet atelier national a été suivi des sessions de travaux au COTEVAL, au comité technique de vérification des avant-projets de loi. C'est après cela que le Conseil des ministres s'est penché là-dessus et le dossier sera transmis à l'Assemblée législative de transition. Alors, quand je parlais d'état des lieux, c'était un peu pour décrire la situation actuelle. Mais Bernard Bougman, justement, cette séance qui a eu lieu en février n'a pas fait l'unanimité, justement. Il faut noter aussi qu'on avait 9 promoteurs immobiliers en 2014 et que le Burkina en comptait 275 en 2020. Cet avant-projet de loi vise à mettre bon ordre dans cette situation pour désamorcer un peu ce qu'on qualifie de bombe foncière. Oui, Bernard Bougman. Oui, je pense que ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui change véritablement. C'est le plus important parce que tout ce tralala c'est connu et les 200 et quelques que vous avez cités sont vrais, mais il y en a même dans les tuyaux. Pour ceux qui ont déposé, qui attendent les papiers, ils sont aussi très nombreux qui attendent les papiers et ce n'est pas encore traité. Donc il y en a aussi qui attendent. Donc avec cette loi, qu'est-ce qui change véritablement? Merci. Cette loi, disons, a redéfini d'abord la promotion immobilière. Et vous savez que la loi 057 dont vous avez parlé tantôt définissait la promotion immobilière en disant que c'est et à la fois l'édification, l'amélioration, la réhabilitation, l'extension de construction et la réalisation d'opérations d'urbanisme et d'aménagement. Et lorsque vous prenez cette définition, elle mélangeait, entre guillemets, et des éléments de construction et des éléments d'urbanisme. Aujourd'hui, on a voulu que la promotion immobilière se cantonne uniquement à l'édification, c'est-à-dire à la construction. Et donc, on a redéfini la promotion immobilière en disant qu'elle consiste en l'édification, la réhabilitation, l'extension de construction sur des terrains urbains aménagés. Terrains urbains, et là, je dirais que lorsque, à l'atelier national, cela est ressorti, ceux du monde paysan ont applaudi parce que ça permettait désormais de ramener les promoteurs immobiliers sur les terrains en ville et à épargner donc les terrains ruraux, permettant donc aux paysans de pouvoir exploiter leurs terres. Donc désormais, la promotion immobilière a été redéfinie. Lorsque
Oui, je ne sais pas beaucoup votre élan, mais il y a beaucoup de termes techniques dans votre affaire là. Je ne sais pas si que ceux qui suivent puissent bien comprendre. Vous dites édification, réhabilitation, c'est mieux de les diluer pour que les uns et les autres. Bon, terrain urbain, ça a été défini, c'est en ville. Voilà, donc c'est mieux de diluer pour... L'édification, c'est la construction. C'est ériger une construction sur un terrain donné. C'est ça l'édification. La réhabilitation, c'est aller pour une construction qui est déjà existante. Soit on enlève carrément la construction et en maintenant certaines parties donc de cette construction pour en rajouter, ou bien on laisse la construction et on vient faire des améliorations au-dessus. C'est ça la réhabilitation. Donc, on a redéfini ainsi la promotion immobilière. Et lorsque vous prenez le promoteur immobilier, on a dit que désormais le promoteur immobilier ne peut plus être qu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé. Auparavant, on disait que le promoteur immobilier pouvait être une personne physique. Désormais, ce n'est plus possible. Également, lorsque vous prenez la publicité, les gens faisaient, ou les promoteurs immobiliers faisaient les publicités tous azimuts. Désormais, pour pouvoir faire la publicité sur un produit immobilier, il faut requérir l'autorisation du ministère ou du ministre en charge de l'urbanisme et de la construction. Également, on a introduit dans la nouvelle loi des incompatibilités qui consistent en ce que une même personne ne puisse pas faire à la fois les opérations de promotion immobilière, de maîtrise d'ouvrage technique, de maîtrise d'ouvrage architectural ou d'entrepreneur de bâtiment. Donc, il y a cette incompatibilité-là qui veut que on ne puisse faire qu'une et une seule activité à la fois. Également, une innovation fondamentale, c'est la superficie qui a été limitée. À l'atelier national de validation, on avait dit pas plus de 25 hectares pour pouvoir réaliser un projet immobilier. En Conseil des ministres, on est passé de 25 à 5 hectares. Cela se comprend. Ça se comprend dans la mesure où, en fait, il y a une explication d'ordre pratique et une explication d'ordre théorique. L'explication pratique, c'est quoi? C'est qu'on est dans une dynamique désormais de construction en hauteur. On veut monter. Donc, si on permet qu'on puisse étendre les superficies, les gens auront toujours tendance à faire du pavillonnaire. Voilà pourquoi on veut restreindre les superficies et contraindre les gens, je dirais, à faire des constructions en hauteur. L'explication théorique, c'est que, comme vous l'avez relevé pour commencer, il faut instaurer une sorte de solidarité entre les générations actuelles et les générations à venir. Si on restreint les superficies, on aura de la terre cultivable pour ceux-là qui viendront, donc les générations à venir, et on a de la terre cultivable aujourd'hui pour les générations actuelles, de sorte que ceux du monde rural cultiveront pour ceux de la ville qui vont acheter, et ainsi il y aura une sorte la solidarité agissante entre les deux couches. Autre innovation majeure, c'est notamment les sanctions. Avant, il n'y avait pas de sanctions de peine privative de liberté en tant que telle. Maintenant, on a introduit pour certaines infractions des peines privatives de liberté. C'est-à-dire qu'on peut désormais aller en prison pour les actes qu'on va poser. Et on a rehaussé aussi les peines d'amende. Désormais, c'est un peu au prorata de ce que vous aurez engrangé comme bénéfice et non plus de façon forfaitaire qu'on va fixer les montants. Et également, on a redéfini la coopérative d'habitat en lui attribuant une nature juridique bien précise. À ce niveau, je dois m'arrêter pour dire que ça ne va plus s'appeler coopérative d'habitat. Pourquoi? Parce que initialement, la réflexion était de donner une nature associative à la coopérative d'habitat. Et lorsque on a inscrit cela, arrivé au comité technique de vérification des avant-projets de loi, il a été dit que l'association, nature qu'on voulait donner à la coopérative d'habitat, ne peut agir que pour la collectivité. Donc c'est dans l'intérêt général qu'une association agit. Or, la coopérative d'habitat, telle que nous l'avons imaginée, c'était que la coopérative construise ses logements
pour ses membres. Ce qui veut dire que ce n'est plus pour la collectivité, mais pour ses membres. Donc il fallait changer de nature juridique. Certains ont vite fait de penser à la société coopérative telle que le prévoit l'acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives. À ce niveau aussi, on a émis la réserve que ça ne peut pas être une société coopérative parce qu'une société coopérative, de par l'acte uniforme, c'est d'abord une société donc, qui recherche le profit et c'est aussi une société dans laquelle les parties mettent les associés mettent leurs moyens ensemble, mais chacun pour développer son activité. Vous pouvez avoir dans une coopérative, pour caricaturer, un artisan, un agriculteur, un éleveur, mais chacun dans la société coopérative va continuer à développer son activité. Or, dans la mutuelle que nous entrevoyons, ce n'était pas de permettre à chacun de développer une activité, mais de construire un logement pour chaque membre de la structure. Voilà pourquoi on a décidé, puisque il y a un règlement UMOA sur les mutuelles là, de les consacrer sous l'appellation mutuelle. Et donc désormais, au lieu de coopératives d'habitat, c'est plutôt des mutuelles de logement social. Et c'est pour être... Quand on est membre d'une mutuelle, on ne peut être membre que d'une seule mutuelle et on ne peut avoir qu'un seul logement qu'on ne peut pas modifier ou céder à n'importe qui. On ne peut céder qu'à la mutuelle. Donc ça, c'est pour permettre d'accroître aussi l'offre en logement au sein de la société. Donc voici de façon ramassée ce qu'on a comme point d'innovation majeur que je puis citer en ce qui concerne la loi. Oui, beaucoup d'innovations donc avec notre convoqué du jour, Arsène Dabiré, directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Nous parlons bien évidemment de cet avant-projet de loi adopté récemment par le gouvernement et qui compte relire donc la situation globale de la promotion immobilière au Burkina. Oui, Bernard Bougma. Une première précision, donc c'est-à-dire si je vous ai bien compris, le promoteur immobilier ne peut pas être en même temps l'entreprise qui construit les bâtiments. A priori, non. Parce que vous avez cité, il dit qu'il peut plus être maître d'ouvrage ici, quoi, architectural, voilà. De par les incompatibilités que nous avons citées, oui. Le promoteur immobilier ne peut plus être entrepreneur de bâtiment. D'accord, ok. Et l'autre précision sur les mutuelles, les coopératives devenues mutuelles. Vous dites que si moi, par exemple, je suis membre maintenant d'une mutuelle, je ne parle plus de coopérative, j'ai acquis un logement, je ne peux pas céder ça à quelqu'un, je ne peux pas céder ça même à un ayant droit qu'à la mutuelle, si j'ai bien compris la dernière partie, en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir céder à une tierce personne qu'à la mutuelle. Non, si vous êtes attributaire d'un logement dans le cadre d'une mutuelle, oui. Vos ayants droit, si vous n'êtes plus là, ou si vous le voulez, vous pouvez leur passer ça, ils vont y résider. Mais vous ne pouvez pas décider de vous défaire de la propriété de ce logement-là au profit d'une tierce personne. Il faut que ce soit au profit uniquement de la mutuelle. Ça doit demeurer dans le patrimoine de la mutuelle. D'accord. Dernière précision, c'est l'article 9 d'ailleurs de cet avant-projet de loi qui dit la réalisation de projets ou programmes immobiliers requiert le niveau minimal de viabilisation ci-après. La réalisation des voiries primaires hors site et in situ, bitumées et les voiries secondaires et tertiaires reprofilées, chargées et compactées. La réalisation des réseaux d'adduction en eau potable, d'assainissement, d'électricité, éclairage public et de téléphone, les aménagements paysagers. Bon, il y a quelque chose qui est peint en rouge là. On dit que les modalités de viabilisation intégrale des terrains urbains aménagés pour la promotion immobilière sont définies dans le cahier des charges spécifiques. Alors, précision, c'est-à-dire que toutes ces conditions doivent être réunies avant de commencer la construction des bâtiments? En principe. Quand vous dites en principe, ça veut dire quoi? Non, c'est pour dire que... si ce n'est pas fait. Il peut avoir, je dirais à la limite, des cas erratiques. Parce que vous avez une disposition un peu plus haut où on dit que l'État... peut intervenir en dehors même de tout document de planification. Voilà pourquoi je dis en principe. Okay. Sinon, le principe voudrait qu'il y ait toutes ces réalisations avant que, et ça c'est à la charge de l'État ou des collectivités qui sont désormais les aménageurs
c'est uniquement ces deux-là, l'État ou les collectivités ou encore leur démembrement, qui vont désormais mettre maintenant les terrains au profit des promoteurs immobiliers. Et donc ça veut dire que le promoteur immobilier ne peut plus venir aménager un terrain, un espace et puis commencer, c'est-à-dire qu'il faut une entité, l'État ou une collectivité territoriale qui aménage ça pour lui? En principe, oui. Maintenant, si à l'intérieur, on a fait par exemple, on a aménagé 5 hectares, ça c'est ce qu'on appelle les macro-lots, c'est-à-dire les gros lots. Maintenant, à l'intérieur, si on donne à un promoteur immobilier 1 hectare, s'il y a des aménagements à faire à l'intérieur, c'est au promoteur immobilier de faire ces aménagements. C'est aux promoteurs immobiliers de faire ces aménagements. Nous parlons bien évidemment de la promotion immobilière au Burkina Faso. On essaye d'envoyer un coup de pied dans la fourmilière. Geoffroy Vara. En tout cas, on a tous remarqué que ça n'allait pas. C'est clair qu'il fallait jeter un regard. Maintenant, quelles devraient être les bonnes dispositions? C'est vraiment la grande question. Mais en tout cas, on sent une volonté de vouloir assainir ce milieu-là. Mais en même temps, peut-être ma première question, nous, quand on voyait promotion immobilière, en tout cas, on voyait tout ce qui était derrière. C'est-à-dire depuis la terre jusqu'au bâtiment. Donc maintenant, ils font quoi, les promoteurs immobiliers là? Parce que vous avez cité ce qu'ils ne font plus. Maintenant, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Non, ils construisent. La définition qui a été donnée de la promotion immobilière, à savoir que ça consiste en l'édification, la réhabilitation, la rénovation ou l'extension de construction là. C'est ce que les promoteurs immobiliers feront. Uniquement. En principe, uniquement. C'est uniquement ça qu'ils doivent faire. Soit ils vont venir construire, ou bien il y a un immeuble qui est déjà là, on leur demande, ou bien eux-mêmes ils prennent l'initiative de venir casser une partie et puis reconstruire, ou bien on a déjà des constructions qui sont là, ils veulent venir ajouter des constructions, étendre. Ça, c'est en principe ce que le promoteur immobilier devra faire. Maintenant, quand on a vu l'évolution des débats, il y a beaucoup, et ça quand je lisais les quelques réactions sous des articles qu'on proposait, certains disaient, on a vu l'État avec 40 000 logements. Est-ce que c'est sûr que pour ce qu'ils disent qui incombera maintenant à l'État là, l'État va s'en sortir? Parce qu'il y a une forte demande, une forte pression sur le besoin en termes de logement, il est vraiment très élevé. Et on a vu comment ces maisons qui font la promotion immobilière là allaient contacter directement les propriétaires terriens, comme on les appelle, trouver des justes milieux, même si là encore il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, et puis lancer donc leur campagne auquel adhéraient les populations, parce qu'il y a une forte pression, une forte demande. Est-ce que ça va pouvoir se faire assez aisément? Je dirais que en principe, l'État mettra tous les moyens à sa disposition pour pouvoir y parvenir. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est, comme on le dit toujours, il vaut mieux tard que jamais. Parce qu'on a constaté certaines dérives. Voilà pourquoi on dit qu'il faut mettre un frein à cela, et en adoptant une loi qui restreigne certaines choses. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et parce qu'on avait constaté que les promoteurs immobiliers, par exemple, ils partaient, ils levaient des hectares et des hectares de terre en pleine brousse. Quand je dis en pleine brousse, c'est la terre arable, la terre cultivable, et ils font de la promotion immobilière. Le paysan, il n'est pas, je ne vais pas le disculper, mais je ne dirais pas qu'il sait forcément aussi ce qu'il fait. Parce que si vous venez lui proposer de l'espèce sonnante et trébuchante, il voit ça et il voit, il se dit la terre qu'il va céder, il cède ça facilement, mais le gars, ou disons le promoteur immobilier, il va aller, c'est juste les 4 bornes qu'il va déposer, aucune viabilisation, rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il fallait mettre un frein à tout ça, permettre aux paysans de garder ou de récupérer leurs terres et permettre aussi à ceux-là qui veulent des logements d'habiter ou de retrouver désormais des logements qui sont assez décents, parce que désormais, en principe, on doit construire que dans une zone viabilisée avec le minimum de viabilisation dont le juge Bougma parlait tantôt. Ma question c'était, est-ce qu'on aura vraiment un État qui sera au rendez-vous? Parce que je dis, la demande elle est très forte, la pression aussi. Il y avait cette promotion immobilière qui venait comme une
offre privée, je veux dire, qui vient comme une offre alternative. Donc c'est un peu la crainte, parce que beaucoup disent, même sur les 40 000 logements, on les a vus, il y a plein de quartiers, bon, on commence, c'est difficile, ceux qui ont souscrit, quand ils viennent, même les mêmes éléments qu'on pourrait reprocher, on pourrait leur reprocher, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, caniveau, tout ça, bon, vous venez, et c'est l'État. Non, je dirais que sur la question, il faut de la volonté politique. Okay. Maintenant, je ne peux pas présager de l'absence de volonté politique. J'ose croire que les choses vont aller dans le bon sens. Sinon, c'est une question de volonté politique désormais et ça doit pouvoir aller. Mais je peux dire que, au regard de ce qui se passe déjà, à travers notamment la relecture de la loi, parce que c'est un processus qui a commencé depuis belle lurette. Si aujourd'hui on en est là, je me dis quand même qu'il y a une certaine volonté et on doit pouvoir atteindre le bout. Et puis oui, allez-y. L'autre question, il y a la question d'incompatibilité dont vous parliez. Qu'est-ce que ça permet de sauver? Ça permet de sauver à tout de go les malfaçons, par exemple. Okay. Parce que un promoteur immobilier qui serait à la fois architecte, qui serait à la fois ingénieur et qui serait à la fois entrepreneur, vous voyez ce que ça peut causer. Je ne dirais pas que c'est forcément le cas, mais si vous prenez le cas de la chute des bâtiments de l'université, il pourrait avoir comme ce mélange-là à ce niveau-là. Je n'ai pas tous les éléments, mais ça y ressemble. Où on a quelqu'un qui cumulait à la fois maîtrise d'œuvres architecturales, maîtrise d'œuvres d'ingénierie, je ne sais pas trop, mais à entendre les gens parler, il y a eu comme un mélange à ce niveau, et donc désormais, pour éviter cela, on décide d'instaurer cette incompatibilité-là afin que nul ne puisse exercer 2-3 métiers à la fois et cacher certaines choses, parce que quand on est à la fois ingénieur, architecte et autres, les malfaçons, on aura tendance à les cacher. Donc c'est pour éviter cela. Bon, non, on n'est pas des puristes. On se disait que le contrôle, ça servait aussi à éviter, à déceler ces choses-là, s'il y a des malfaçons aussi. Parce que l'essentiel, c'est de voir que l'édifice est très bien construit dans sa structure et tout. Et il y en a qui ont fait le métier du contrôle pour ça. Mais lorsque vous prenez par exemple l'ingénieur génie civil qui fait la maîtrise d'œuvres techniques avec l'architecte, si c'est la même personne, il y aura un problème. Okay. Donc en ce moment-là, même le contrôle qui peut encore être exercé par ces gens, c'est pas évident qu'on puisse s'en sortir avec ça. Le contrôle peut donc laisser à désirer si c'est la même personne qui s'occupe de tout. Arsène Dabiré est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Il est directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat. Au niveau du ministère, vous parlez d'inclusivité. Pourtant, on sait très bien que les promoteurs immobiliers ne sont pas d'accord avec toutes les réformes qui ont été engagées. L'atelier de validation du texte entamé donc le 10 février 2023, comme vous l'avez souligné, n'a pas fait l'unanimité. Les principaux concernés ont même claqué la porte. Alors, finalement, aujourd'hui, quel est votre... comment ça se passe avec les promoteurs immobiliers sur ce qui a été arrêté? Comment ça se passe? Bon, je dirais que pour le moment, ça se passe assez bien, parce qu'il y a toujours ce semblant de dialogue. Pour ne pas dire Vous avez dit un semblant de dialogue? Je dis pour ne pas dire un dialogue. Oui, quand nous les convoquons, ils viennent. Mais par après, il y a peut-être d'autres déclarations qu'ils font ailleurs. Voilà pourquoi je dis. Alors que, bon, on a peut-être, quand vous dialoguez, s'il y a un souci, je suppose que le minimum voudrait que vous référiez à la personne avec qui vous avez échangé. Mais si tel n'est pas le cas, voilà pourquoi je dis qu'il y a un semblant de dialogue. Sinon, on dialogue et je dirais que quand on parle d'inclusion ou d'exclusion, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plus, je dirais, une inclusion qu'une exclusion. Parce que même si les promoteurs immobiliers ont claqué la porte le 10 février à l'atelier national de validation, il se trouve qu'ils ont été invités. Ils sont venus. Ce sont eux qui ont voulu se retirer. Mieux,
en se retirant, ils ont laissé un mémorandum qui a été examiné par l'Atelier national de validation. C'est dire donc qu'ils n'ont pas été exclus parce que leurs idées ont été prises en compte. Avant cela, parce que c'est un texte, faut-il le rappeler, qui a été rappelé de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée législative de transition en décembre. Ça veut dire que c'est un texte qui avait été écrit auparavant. À l'écriture, la première écriture, ils étaient là, tout au long du processus. Même si à un certain moment donné aussi, ils s'étaient encore débarqués, mais ils étaient là. Donc c'est dire qu'à chaque fois, ils sont invités. Bon, maintenant c'est peut-être que la conséquence qui n'est pas celle que l'on voudrait qu'elle soit, mais bon, en tout cas, ils sont toujours associés. Oui, Bernard Bougma. Oui, là, il y a le promoteur immobilier, là, l'État, mais au milieu, il y a les propriétaires terriens. Et à Manga, lors du 11 décembre, je pense que les services étatiques sont allés pour chercher des terrains pour logement. Il y en a qui n'ont pas eu. En tout cas, ils n'ont pas eu en termes de ce qui était attendu. Mais des promoteurs immobiliers ont débarqué et puis très rapidement, les propriétaires terrains ont donné parce qu'ils disent « Je prends votre terrain en fonction du nombre de parcelles dégagées. Voilà un certain nombre de parcelles que je te donne, c'est cash. » En plus, certainement de la liquidité et puis des hommages et des honneurs à aller rendre au chef avec tout ce qui va avec. Mais maintenant, aujourd'hui, avec ce qui change, la terre appartient à qui et comment est-ce que les choses vont se faire maintenant, désormais. Parce qu'il y a la collectivité qui peut effectivement mettre à la disposition aux promoteurs immobiliers. Encore faut-il que cette collectivité-là, où l'État puisse s'entendre avec les promoteurs et avec, les propriétaires terriens. Non, monsieur le juge, la terre ne change pas de propriétaire. C'est toujours, avec la loi, là, les trois propriétaires de la terre. L'État, les collectivités territoriales et les particuliers. Donc la terre ne change pas de propriétaire. On a dit par exemple que les terres qui avaient été ou qui ont été mobilisées par les promoteurs immobiliers, s'il se trouve que c'était des terres qui étaient destinées à des activités agricoles ou à des activités sylvicoles ou pastorales, à partir du moment où on n'a pas pu changer la destination avant l'entrée en vigueur de la loi, si le promoteur immobilier veut, parce qu'il a acquis la terre, faire de la promotion, mener une activité agro-sylvo-pastorale, il peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc la terre ne change pas de propriété, ça demeure toujours les propriétés qui ont été prévues par la loi portant RAF et par la loi portant régime foncier rural. Ça n'a pas changé. Okay. Ouais. Oui. Non, sur ce chapitre-là, c'est vrai que ce sera difficile d'expliquer un peu aux propriétaires. Peut-être qu'il faut avoir un bon langage là-dessus. Mais je pense que c'est ça aussi la communication. Parce qu'on a l'impression que, bon, on dit c'est pour toi, mais si c'est pour faire ça, là, ça, c'est pas pour toi. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Mais tant qu'on parle de promotion immobilière, c'est nous qui pouvons mobiliser. C'est le langage, hein, c'est bien compris. C'est comme ça. Alors que quand on entend leur point de presse, ils ont comme l'impression de dire que c'est pour eux, comme s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que là, ça ne va pas coincer? Mais dans tous les cas, il y a un langage de fermeté aussi à tenir. Oui, non, en fait, je comprends. Mais le possesseur foncier, par exemple, il pourra toujours vendre sa terre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ceux du monde rural vendent leur terre à partir de quoi? En principe, eux tous vendent à partir de l'APFR, attestation de possession foncière rurale. Ça veut dire que c'est pour mener une activité du monde rural. Donc aujourd'hui, si la loi venait à être votée et à entrer en vigueur, si le promoteur immobilier se tourne vers un possesseur foncier, il pourra toujours acheter la terre. Maintenant, la difficulté qui va se poser, ce ne sera plus au niveau du possesseur foncier, mais au niveau du promoteur immobilier, parce qu'il devra, et il y a une disposition de la loi qui le dit, il devra tout faire pour changer la destination et obtenir le titre foncier. Ce qui ne sera pas évident parce que, de par les dispositions de la loi, lui, il ne peut plus faire de la mobilisation foncière et de l'aménagement. Donc son contrat avec le possesseur foncier, on ne remet pas ça en cause, mais c'est les démarches plus tard là, c'est ça qui va bloquer. Beaucoup de choses donc à revoir au niveau de cette loi, mais pour ceux qui nous écoutent, le Burkinabé lambda, qu'est-ce qu'il a à gagner de cette réforme? Qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer pour lui? Moi en tant que citoyen, lui en tant que citoyen qui veut un logement, par exemple, dans une cité d'habitation,
Comment il y arrive? Quelles sont les facilités qui lui sont offertes? Rapidement, M. Dabiré. Oui, ce que le Burkinabé lambda gagnera, lorsque vous prenez par exemple le monde paysan, eux, ils gagneront à ce que les terres agricoles ne soient plus dilapidées ou vendangées, ainsi de suite. Lorsque vous prenez le citadin, a priori, la politique est à la construction. Voilà pourquoi on a dit désormais le promoteur immobilier ne peut même plus que construire. Et donc si on construit, ça veut dire que l'offre de logement sera plus intéressante. Et mieux, je dirais que le citoyen lambda, il aura la possibilité d'avoir parce qu'il y a une loi sur le logement social qui est en cours d'élaboration. D'ici là aussi, ce sera le prochain chantier. Si cette loi venait à être adoptée, il y aura une offre conséquente de logements, soit en locatif, soit en location-vente ou en vente simple. Donc, c'est pour dire que si tout l'attelage venait à voir jour ou à prendre forme, normalement, que ce soit celui de la ville ou celui du monde rural, il pourra y trouver son compte. Chacun trouvera son compte, nous dit M. Dabiré. Alors, vous avez peut-être 1 minute chacun pour tirer la conclusion de cette audience. Oui, mais moi je le disais à un moment donné, on a tous compris qu'à un moment donné, il faut donner une autre orientation des choses, parce que ça devenait vraiment difficile. Forte spéculation sur la terre. Pour finir, on avait beaucoup de messieurs qui vendaient plus de terrain nu qu'ils ne construisaient. Donc ça devenait vraiment difficile. Maintenant, on espère que la dynamique dans laquelle on est lancé là va permettre de sauver les choses. Maintenant, ça concerne le promoteur immobilier. Quand on dit qu'on veut sauver certains intérêts au niveau rural, il faut aussi parler de nos agro-businessmen auxquels on donne de grosses parcelles là et qui ne font pas vraiment ce qu'on attend d'eux et qui font aussi de la mobilisation des terres et on ne comprend pas. Ceux-là aussi, c'est de gros bonnets. Il faut s'intéresser aussi à eux, ça c'est important. Oui, Bernard Bougma. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses, et même des publicités. On a vu les manifestations de certains qui ont souscrit au logement ou avec les propriétaires immobiliers. Après, c'était devenu un problème. Il fallait faire des marches, suffisamment de bruit pour que monsieur puisse accepter, bouger pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait de l'électricité. On a vu ces choses-là. Effectivement, ce n'était pas joli à voir par rapport aux investissements qui ont été consentis. L'autre aspect aussi, c'est cette spéculation qui ne dit pas son nom, où des gens ont pris de grandes superficies dans certaines zones et après on vous appelle, il y a 240 mètres à vendre là-dessus, il y a 300 mètres carrés à vendre là-cela. Bon, ça pendant dans la promotion immobilière, on n'a pas eu le temps de revenir là-dessus, mais bon, en tout cas ça aussi c'est une autre préoccupation, parce que dans cette affaire, il y en a aussi qui risquent d'avoir des problèmes de papier. Beaucoup de problèmes donc autour de cette situation. De toute façon, il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière et désamorcer la bombe foncière. On espère que cet avant-projet deviendra loi et qu'il fera son office dans toute sa rigueur. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de la semaine et du mois d'avril 2023 qui a abordé l'adoption par le gouvernement le 29 mars dernier de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso avec Arsène Dabiré, directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Merci, Monsieur Dabiré, d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage renouvelé à toutes nos forces combattantes, forte pensée aux blessés et aux malades. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.